Donc, je pense qu'on pourra continuer ce débat palpitant après, lors de la table ronde, et puis également en dehors des conférences. Donc maintenant, je vais vous présenter le prochain invité qui ne peut pas être là malheureusement parmi nous. Mais on pourra quand même échanger par Skype avec lui. Donc tout d'abord, on va projeter sa présentation. Il s'agit d'Olivier Papin, qui est ingénieur en environnement et énergie et qui est spécialisé dans les stratégies de décarbonation et d'atténuation des effets du réchauffement climatique et notamment des îlots de chaleur en ville, puisque sa spécialité, c'est l'arbre en milieu urbain. Et il vous expliquera plus en détail, et vous allez pouvoir assister au cours de sa projection à la présentation d'un outil que lui et son équipe ont développé, qui s'appelle Arbre en ville. Voilà, donc je vous laisse visionner la projection et ensuite nous échangerons avec lui. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour cette conférence donc, sur les bienfaits des arbres sur les populations urbaines au sein du colloque donc Arbres, Sciences et je travaille dans une structure qui s'appelle Nepsen et on a développé avec l'atelier Colin Polypaysage et la gestion de l'arbre avec notamment Alexandre Colin et Barbara Raguenet de l'atelier Colin Polypaysage. Et donc, on croise en fait ces doubles compétences en fait, à la fois d'ingénierie, à la fois de paysagiste, pour essayer d'avoir une approche la plus pragmatique possible sur les arbres en milieu urbain. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment on peut le valoriser, comment on peut le calculer, et comment tout ça, ça va se mettre au service des territoires qui veulent s'engager dans l'adaptation au changement climatique, qui veulent s'appuyer sur les services écosystémiques offerts par les arbres pour justement dégager des marges de manœuvre d'adaptation et dépasser le simple cadre ornemental de l'arbre pour aller vers une gestion de l'arbre en tant qu'outil d'adaptation au service des territoires. Donc on est 2 bureaux d'études. Donc Nepsen Transition, c'est une vingtaine de personnes. On accompagne les territoires et les entreprises dans leur plan climat, air, énergie, territoire, au sein desquels on travaille sur l'adaptation des territoires au changement climatique, les îlots de chaleur, les services offerts par la nature en ville. Et donc Atelier Colin Polypaysage, qui va s'appeler ILO maintenant, qui est un bureau d'études en paysage, en aménagement urbain, et qui va justement avoir cette vision et cette approche du paysagiste qui vient compléter celle de l'ingénieur dans l'ingénierie des arbres au service des territoires urbains, pour une approche qui va vraiment valoriser les services écosystémiques et chercher à dépasser le cadre purement ornemental. Alors pour introduire cette conférence et nos travaux, je vais d'abord vous faire une petite séquence sur l'historique des arbres en milieu urbain. Parce que c'est vrai que les arbres, à la fois, ils ont toujours été là, mais ils ont été quand même régulièrement, on va dire, menacés ou en tout cas contrariés dans leur vie, leur développement. Et donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se passait historiquement sur les arbres en ville, surtout aujourd'hui quand on voit un petit peu tout le contexte qu'on a de redéveloppement et d'attente des citoyens, des élus des services, de repositionner l'arbre comme vraiment un outil au service des territoires. Alors, une petite frise qui montre que la place de l'arbre en fait en milieu urbain, elle a quand même beaucoup évolué. À l'Antiquité, c'était plutôt, l'arbre avait plutôt une vocation spirituelle, religieuse, n'était pas forcément présent dans les villes, alors qu'au Moyen Âge, c'est plutôt du côté des nobles en fait qu'on va retrouver la présence d'arbres, c'est synonyme de richesse, c'est des fonctions d'utilisation pour protéger, pour se chauffer, voilà, mais on en trouve peu dans les villes médiévales en fait. C'était vraiment plutôt la vocation d'habitat pur, l'arbre n'avait pas forcément sa place. À partir du 15e, 18e siècle, les arbres deviennent des éléments de décor dans les villes. Donc ils sont sur les places, sur les avenues, où on n'a pas encore une densité urbaine très élevée. Et donc du coup, on intègre les arbres en fait dans l'aménagement urbain et ils ont vraiment leur place. Au 19e siècle, ça s'accélère, on va dire, c'est que l'arbre est systématiquement utilisé dans les projets d'aménagement.
Et c'est vraiment là une approche esthétique, ornementale, hygiénique, de modernisation des villes, même si cette approche est critiquable parce que, évidemment, la palette végétale est assez restreinte. On retrouve beaucoup les platanes, les érables, les frênes. Et du coup, comme on a peu de diversité au sein de ces plantations, mais on se retrouve avec des vulnérabilités, aux maladies notamment, qui font que de temps en temps, ça peut être clairement vulnérable. Alors à la fin du XXe siècle, c'est là où pendant les 30 Glorieuses, ça se gâte sérieusement pour les arbres en milieu urbain, puisque là, il y a une envie, un besoin forcément de reconstruire, de densifier. C'est vraiment les 30 Glorieuses, donc avec tout ce que ça va en termes de consumérisme, de densification des villes et d'aménagement. De progrès techniques aussi, hein. On peut construire des bâtiments plus grands, on peut construire à ce moment-là des grands ensembles pour proposer du confort, hein. C'est perçu comme tel à l'époque. Et donc là, malheureusement, une bonne partie des arbres urbains vont être élagués pour faire de la place, hein, tout simplement, pour construire les grands ensembles urbains, pour avoir de l'emprise foncière en ville. Depuis les années 80, ça évolue. Alors non pas qu'il n'y a plus d'arbres qui soient coupés en ville, hein, malheureusement en 2022 ça arrive encore, mais de plus en plus le rôle de l'arbre en milieu urbain il est réhabilité. C'est-à-dire qu'on prend conscience que les services écosystémiques offerts par les arbres, la beauté du paysage qu'offre l'arbre en milieu urbain, a de la valeur et que ça peut justement être valorisé, qu'il faut le préserver, qu'il faut le conserver. Et donc nous, depuis une dizaine d'années bientôt, on travaille justement à proposer les outils, les calculs qui permettent de valoriser en fait ces services écosystémiques. Alors quelques illustrations, hein, mais le patio méditerranéen, l'arbre était souvent central en fait dans ce patio. Ça avait une vocation bioclimatique, ça permettait d'offrir de l'ombre, ça permettait par évapotranspiration de climatiser en fait l'habitat, puisque 1 litre d'eau qui s'évapore auprès d'un arbre peut refroidir de 2 degrés 1000 m3 d'air. Donc 1000 m3 d'air, c'est 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Donc les arbres avaient ces rôles de climatiseurs naturels, où en fait, pour peu que l'arbre ait accès à de l'eau dans une nappe, en fait, il va avoir le rôle de système de climatisation naturelle pour venir, par évapotranspiration, rafraîchir l'air ambiant. Donc ça, c'était historiquement intégré en fait dans l'urbanisme, que l'arbre allait apporter de l'ombre, de la fraîcheur, des endroits où se détendre et se reposer, et faire en sorte que finalement c'était du low-tech avant l'âge pour justement aménager. Alors ensuite, il y a eu sous Napoléon les allées de platane. Alors les allées de platane, elles avaient une autre vocation. Elles, c'était plutôt, donc on sort un tout petit peu du milieu urbain, hein, mais elles avaient vocation à ombrager en fait les voies sur lesquelles pouvaient circuler les troupes, qui étaient souvent à pied ou au mieux à cheval. Et donc pour éviter qu'elles aient trop chaud, ces arbres permettaient d'offrir de la fraîcheur et de faire en sorte que ça puisse comme ça vraiment protéger le parcours des intempéries, notamment de la chaleur. Un autre exemple plus récent, c'est des aménagements sur des climats qui sont un peu différents des nôtres. Là, c'est Johannesburg en Afrique du Sud, où là on voit qu'en plus les typologies d'arbres qu'on va retrouver vont venir complètement ombrager la route et offrir évidemment du confort en période de canicule sur des climats qui vont être potentiellement l'été beaucoup plus chauds. Un autre exemple sur New York qui, à la fin des années 90, dans les années 2000, a lancé un grand programme de plantation avec un projet de planter 1 million d'arbres de rue pour venir justement valoriser les espaces très minéralisés de la ville, pour venir les ombrager, proposer des plantations. Et c'est un programme qui était intéressant parce qu'en plus il était engagé avec les citoyens, où les citoyens étaient associés au programme à la fois d'identification du patrimoine arboré, mais aussi de plantation pour faire en sorte que ce ne soit pas que les services municipaux qui doivent planter les arbres, mais qu'on ait bien une logique de faire un outil au service de la ville, que les habitants soient impliqués, parce que l'idée de départ, c'est de se dire que si les habitants sont impliqués à la plantation, ils le seront plus favorablement à l'entretien, ils auront envie de prendre soin des arbres qu'il y a autour d'eux, et ils feront en sorte que l'arbre soit vraiment partie prenante du territoire. Alors les extraits de texte que vous avez là, c'est assez intéressant parce que c'est une lettre de Georges Pompidou, donc à l'époque président de la République à son Premier ministre, elle date de 1970, et c'est un des premiers textes, on va dire, assez marquants, qui montre qu'il y a besoin de protéger les arbres. Alors l'argument à l'époque, c'est que la voiture se développe de plus en plus de véhicules qui vont de plus en plus vite, et malheureusement dans les années 70, jusqu'à 10-15 000 morts par an, à cause de la sécurité routière, ou l'insécurité routière exactement. Et donc souvent, comme les véhicules terminent dans des arbres, il y a des politiques d'abattage systématique
des platanes napoléoniens qu'on a évoqués tout à l'heure vis-à-vis des voies à l'entrée des villes. Et donc le président de la République écrit cette lettre pour dire que voilà, les arbres n'ont personne d'autre qu'eux-mêmes pour se défendre, que lui du coup il a envie de se positionner en tant que défenseur des arbres et qu'on a beaucoup moins de scrupules à couper des arbres alors qu'on embête beaucoup moins les poteaux électriques ou télégraphiques. Et vous voyez, ça c'est déjà une première approche qui est intéressante parce que on n'a pas trop d'état d'âme à couper un arbre urbain. Alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque c'était le cas. Par contre, personne ne se dit bah tiens, je vais enlever les poteaux électriques parce qu'une voiture peut venir s'encastrer dedans. Et donc du coup, ce document il est assez intéressant parce qu'on parle quand même du chef de l'État de l'époque qui dit ben, en fait il faut faire attention, on est en train de couper trop d'arbres et il faut arrêter de le faire parce qu'on a besoin de ces arbres-là, notamment pour des aspects paysagers et ornementaux, mais ça reste malgré tout un argument tout à fait intéressant. Alors l'image que vous avez ici, c'est une prise de vue aérienne de Nantes entre 1923 et 1981, où on voit en fait qu'il y a des grandes parties forestières qui ont disparu par rapport aux aménagements, à la densification de la ville, à notamment les voies routières, les voies ferroviaires, les constructions de logements. Et donc c'est un petit peu, la photo est en noir et blanc à gauche, mais on voit qu'il y a des grands ensembles forestiers sur la partie en haut à gauche de l'image, voire des grandes allées en bas à gauche qui disparaissent complètement en fait sur la partie droite dans les années 80. Donc on voit que l'arbre, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a quand même une période dans laquelle il a tendance à disparaître des villes. Là, c'est une autre image d'une autre zone du territoire, où cette fois, c'est des parties agricoles, où on a également un petit peu de forêt, et on va se retrouver de la même façon avec une baisse du couvert forestier en ville, et donc une perte en fait des bénéfices et des services écosystémiques offerts par ces arbres-là. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation, voilà, les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume et moins d'espace vital est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. C'est une citation du groupe NTM, donc qui n'est pas forcément réputé pour sa défense de la nature en ville, mais que j'aime bien parce qu'elle permet de montrer justement que dès les années 90, en fait, les gens qui vivent dans la cité, en l'occurrence celle qui n'est pas forcément très agréable à vivre, ressentent en fait cette difficulté et ce besoin de nature en ville et cette oppression qui va être représentée par justement le manque de nature en ville. Alors, maintenant qu'on a vu un peu ces aspects théoriques, historiques et de contexte, l'idée c'est de regarder un petit peu plus dans le détail les services écosystémiques offerts par les arbres en milieu urbain. Alors notamment, une première approche que je trouve intéressante, c'est la valorisation financière des services rendus par les arbres. Alors, elle est souvent faite quand les arbres disparaissent, à savoir, là vous avez différents articles de presse où les arbres ont été coupés, plus ou moins sauvagement en l'occurrence, et donc du coup les territoires proposent des amendes pour compenser en fait ces destructions d'arbres. Ça c'est l'exemple d'Aussin à Zérex là. À Rochefort, c'est attribuer une valeur financière pour les protéger, c'est-à-dire de dire attention, si vous détruisez cet arbre, vous allez devoir compenser la perte financière, ce qu'a fait Vannes également. Et puis Amiens a une approche encore plus intéressante, c'est que l'arbre peut être au service du territoire, puisque là il y a une valorisation énergétique des feuilles mortes qui vont permettre ensuite d'éclairer la ville. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a notamment aussi des notions de barème d'aménité sur lesquelles travaillent des organismes comme Plantes et Cités, qui sont très intéressants parce qu'ils vont justement donner une valeur au service, une valeur financière au service rendu par les arbres. Alors nous, les services et les valorisations qu'on envisage à travers l'arbre en ville, elles sont nombreuses. Il y a évidemment la captation du carbone, c'est un peu le sujet du moment. On travaille beaucoup sur combien de carbone peut stocker un arbre, c'est quelque chose qui est très demandé à l'échelle des territoires. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'arbre en fin de vie. Qu'est-ce qui se passe, que ce soit ses feuilles en fin de vie ou que ce soit l'arbre en lui-même en fin de vie, il peut être valorisé énergétiquement en termes de bois de construction. C'est-à-dire que même quand il ne vit plus, l'arbre peut être valorisé. Il y a également la captation de polluants atmosphériques, où l'arbre urbain va jouer ce rôle de dépolluant, et c'est très intéressant parce que la pollution atmosphérique, elle a un coût socio-économique pour les territoires, donc c'est de se dire, bah tiens, quand j'ai des arbres, le coût de ma pollution urbaine peut être réduit parce que les arbres vont m'aider. C'est l'interception des eaux de ruissellement, et ça c'est surtout quelque chose qui va parler aux territoires, alors pas qu'à eux, mais les territoires de la Méditerranée, où on a les épisodes cévenols qui reviennent régulièrement, où là l'arbre peut aider à gérer, à
Alors, il peut faire sa part, hein, il ne peut pas tout faire, mais en tout cas, il peut aider à réduire les phénomènes d'inondation. Disons que l'inverse est encore plus vrai. S'il n'y a pas du tout de nature en ville et si on urbanise trop, on va avoir un ruissellement sur les sols et donc on va avoir encore plus de phénomènes d'inondation. Ça augmente la valeur des biens immobiliers. Alors ça, dans les villes où la pression foncière est déjà souvent très forte, c'est pas forcément un très bon argument, mais en tout cas, on sait qu'une maison arborée va avoir plus de valeur qu'une maison qui ne l'est pas. Un appartement avec vue sur les arbres va avoir plus de valeur qu'un appartement qui ne l'est pas. Donc ça montre aussi que c'est la valeur du territoire. Des économies d'énergie, via l'ombre qu'ils apportent pour les besoins en climatisation, via le frein sur les vents urbains pour éviter qu'il y ait trop de pertes énergétiques, et puis enfin des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale des territoires, puisque forcément on va se sentir mieux. Il y a plein d'études qui montrent qu'on se sent en meilleure santé mentale quand on est à proximité des arbres. Il y a même des études qui montrent qu'on guérit mieux quand on est en contact avec les arbres. D'autres qui sont assez incroyables, hein, qui montrent que la criminalité peut baisser dans les villes qui sont arborées. Alors c'est intéressant parce que souvent les polices municipales, elles veulent réduire le nombre d'arbres pour que la vidéo de protection fasse effet. Donc c'est plutôt du curatif, hein, voilà, il y a de la criminalité, on veut dégager pour pouvoir filmer. Ou inversement, on prend le truc très à la racine sans faire de jeu de mots et très en amont, on met des arbres pour réduire la violence parce que comment ça fonctionne? Les gens sont plus facilement dehors, donc il y a plus facilement des témoins, il y a plus facilement des gens qui peuvent prêter main forte en cas d'agression, et donc il y a moins de criminalité. Donc vous voyez, c'est un petit peu tout ça qu'on essaie de valoriser. Alors les dépenses induites par l'arbre, il y en a aussi. Il ne faut pas avoir une vision purement idyllique des arbres. Il y a des allergies qui vont avoir un coût, estimé à 4 milliards d'euros par an en France. Il y a des frais d'entretien, il y a des dégâts possibles. Alors malheureusement, quand il y a un accident d'une branche qui tombe sur quelqu'un, c'est évidemment regrettable et ça fait grand bruit. Il faut éviter évidemment ce genre de choses. Donc il faut essayer d'avoir une gestion de l'arbre qui à la fois valorise les services écosystémiques rendus par l'arbre, qui à la fois anticipe les dépenses induites, les effets un petit peu rebonds qu'il peut y avoir et faire en sorte que ça puisse fonctionner pour tout le monde. Donc notamment la ville de New York a fait un calcul, alors c'est très anglo-saxon, hein, combien l'arbre coûte, combien il rapporte, mais la conclusion est intéressante parce que pour $1 de dépenses dans l'arbre, il y a 5 à 6 fois plus de bénéfices générés. Alors des bénéfices sur les économies d'énergie, sur la captation de carbone, sur la pollution urbaine, sur les eaux pluviales, sur la valeur des biens immobiliers, et puis en face de ça, des coûts notamment de plantation et d'entretien. Donc vous voyez une valeur de l'arbre estimée à plus de $170 par sujet. Alors évidemment, les sujets majestueux, ça peut être beaucoup plus. Et vous voyez, sur la pollution urbaine, il y a une étude néerlandaise qui, réalisée en 2018 sur des villes françaises, montre que le coût de la pollution atmosphérique, c'est en moyenne 770 € par an et par habitant. Donc on a à la fois un outil qui dépollue versus une situation où si on ne fait rien, on doit gérer les conséquences de l'inaction. Alors maintenant, je vais vous présenter l'outil Arbre en Ville qu'on a développé dans plusieurs versions en fait depuis 2013 sur ces sujets-là et qui vise à aider les territoires, les élus, les aménageurs à prendre conscience et à valoriser les services écosystémiques offerts par les arbres en milieu urbain pour avoir des arguments pour les développer et faire en sorte qu'on ne soit pas dans une politique de gestion à la fin en fait de dernier wagon, mais plutôt de se dire tiens, quand il y a des sujets existants qui sont majestueux, qui sont là depuis longtemps, on va essayer de trouver plein d'arguments pour les conserver, et notamment des arguments techniques, parce que parfois c'est l'ingénieur versus le paysagiste, l'architecte versus le paysagiste. Donc on va essayer d'outiller en fait l'aménageur pour prendre les bons choix et évidemment essayer de conserver un maximum de sujets existants. Donc cet outil, il a démarré en 2013 dans une version qui s'appelle Arboclimat, qui a été développée pour la région des Hauts-de-France et l'ADEME, et qui visait justement, donc c'était un appel d'offres sur lequel on a eu la chance d'être lauréat, pour proposer un guide à destination des collectivités des Hauts-de-France, qui permettait de valoriser les services écosystémiques offerts par l'arbre en milieu urbain, et qui permettait d'avoir un outil de calcul du stockage carbone notamment. Donc il y avait à peu près 90 essences dans cet outil, qu'on a continué à développer dans sa version 2 en 2016, où on a rajouté notamment 200 essences. Puis on a rajouté des nouvelles fonctionnalités sur la fin de vie de l'arbre, sur des approches pertinentes qui permettaient de compléter. Et puis en 2020, on a sorti un nouvel outil qu'on appelle maintenant Arbre en Ville, puisque Arboclimat est réservé sur le nom de l'outil pour l'ADEME et la région des Hauts-de-France. Et donc maintenant on l'appelle Arbre en Ville, où là on a plus de 400 essences référencées. On intègre des éléments comme la pollution atmosphérique, la compatibilité des essences avec les sols, avec les zones climatiques, et on essaie d'étoffer un petit peu tout ça. Donc, on
commence à travailler sur une version 4 pour, au fur et à mesure, développer l'outil et continuer à l'enrichir. Donc cet outil, en fait, il vise, comme j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un outil qui permet vraiment de valoriser le rôle de l'arbre dans un contexte de changement climatique. On est dans une approche de dire, aujourd'hui, l'arbre, pour reprendre les mots de Pompidou, il a que lui-même pour se défendre. Donc nous, on va essayer de proposer quelque chose d'assez simple, en ordre de grandeur, qui est facilement utilisable, c'est un tableur Excel, et qui permet, en fonction des essences, de l'âge de l'arbre, de connaître assez facilement le stockage carbone de l'arbre, la séquestration annuelle, donc sa capacité tous les ans à absorber du carbone, sa captation de polluants atmosphériques et les services écosystémiques qu'il rend. Donc voilà, l'outil va permettre notamment en fonction du type d'essence de voir la croissance et la séquestration carbone que va avoir l'arbre sur les 60 premières années de sa vie et donc calculer à la fois le stockage carbone sur pied, donc combien de carbone, combien de CO2 équivalent on a dans l'arbre sur pied et combien il absorbe annuellement. Et donc on va pouvoir comme ça calculer sur un projet, sur un patrimoine, où on en est en termes de stockage carbone, combien l'arbre va pouvoir continuer à absorber, et puis évidemment, si on plante de nouveaux arbres, combien ça va permettre de capter en termes d'équivalent CO2. Donc il y a différents usages à cet outil. C'est le stockage carbone, notamment d'un projet. On va aménager une parcelle, on va planter des arbres, combien ça va absorber. C'est un patrimoine, on a 10, 20, 40 000 arbres dans le patrimoine, on veut savoir combien ça absorbe de carbone, combien ça séquestre de polluants atmosphériques. C'est aussi une utilisation de comparaison des essences qui vise à dire, ben voilà, sur mon projet, j'ai une palette végétale, j'aimerais choisir un arbre qui est plutôt favorable à la biodiversité, un arbre qui ne soit pas allergène. L'outil va vous aider à y voir plus clair au sein de ces critères-là, sachant que l'outil ne vous dira jamais c'est telle essence qu'il faut planter. On veut éviter de retomber dans les travers de l'urbanisme mono-essence. On va à chaque fois proposer une liste d'essences qui sera compatible avec les critères qu'on a envisagés. Après, c'est identifier les impacts de valorisation du bois, c'est-à-dire combien on peut avoir de valorisation énergétique, combien on peut avoir de valorisation bois de construction. De plus en plus, nous sont demandés combien d'arbres il faut planter pour neutraliser ces émissions de gaz à effet de serre. Et vous verrez, j'ai une petite slide là-dessus qui montre que l'arbre peut jouer son rôle, mais il ne fera pas tout. Et puis, c'est aussi malheureusement de temps en temps calculer le déstockage de carbone quand il y a des arbres qui sont coupés. Et ça nous est parfois demandé par des défenseurs de projets qui veulent éviter, des défenseurs d'arbres qui sont concernés par des projets, qui veulent dire le carbone stocké par l'arbre, on a besoin de connaître sa valeur pour montrer qu'il y a X tonnes de CO2 qui vont repartir dans l'atmosphère si on coupe les arbres. Vous voyez, c'est un panel d'usage assez large qui est fonction des différents territoires qu'on a eu l'occasion d'accompagner, des différentes missions qu'on a menées et qui permet comme ça, au gré des usages, de faire évoluer l'outil et de l'améliorer. Donc dans l'évaluation des essences, on va comparer l'impact carbone. Est-ce que les arbres sont plutôt favorables à la captation de carbone? Donc là, c'est une note de 0 à 5. Les îlots de chaleur urbains, est-ce qu'ils sont favorables à la lutte contre les îlots de chaleur urbains? La qualité de l'air, est-ce qu'ils absorbent beaucoup de polluants atmosphériques ou pas? La biodiversité, est-ce qu'ils y sont favorables ou pas? Est-ce qu'ils sont allergènes ou pas? Et enfin, la vulnérabilité. Est-ce que ce sont des essences menacées, en voie de disparition? Est-ce qu'en plantant, on va aider et contribuer à faire en sorte que ces essences s'améliorent et soient plus présentes? Alors, j'en parlais tout à l'heure, les arbres ils vont pouvoir jouer un rôle, mais ils ne pourront pas tout faire. Notamment, il y a un peu une fuite en avant de se dire on va planter des arbres et ça va nous résoudre la problématique climatique. Non pas qu'il ne faut pas planter des arbres, mais il faut être conscient que ça ne fera pas tout. Moi, je suis basé à Bordeaux. Donc, je vais vous prendre l'exemple de la métropole de Bordeaux. La métropole de Bordeaux, c'est 750 000 habitants. Et en parallèle de ça, ils ont un projet 1 million d'arbres. Écoutez, c'est super, on a à la fois un nombre d'habitants et un nombre d'arbres à planter. Comment ça s'équilibre? Les émissions annuelles d'un Français moyen, c'est 10 tonnes de CO2 par an, à peu près, les ordres de grandeur. Donc ça veut dire que la métropole, c'est 7,5 millions de tonnes de CO2, ces émissions annuelles. Un arbre va absorber 1 à 7 tonnes de CO2 sur l'ensemble de sa vie. Donc entre le moment où on le plante et sa maturité, c'est de 1 à 7 tonnes. Donc si je prends les arbres les plus favorables, 7 tonnes, je divise 7,5 millions d'habitants qui émettent annuellement par 7 tonnes, il faut plus d'1 million d'arbres à planter chaque année. Vous voyez le projet 1 million d'arbres qui est un projet très ambitieux et qu'il faut mener. Je ne veux pas dire du tout qu'il ne faut pas le faire, il faut le mener. Mais il ne compensera jamais les émissions du territoire. Il jouera un rôle, mais à lui seul, il ne pourra pas se suffire à lui-même. Donc voilà, ça c'est un exemple pour montrer que nous, à l'échelle de nos territoires, on peut planter des arbres, mais on ne peut pas s'appuyer que là-dessus. Alors justement, la vidéo que je vais vous proposer après est une vidéo du Média Brut qui montre, c'est basé sur une étude suisse, combien d'arbres il faudrait planter
si on devait lutter contre le changement climatique qu'avec les plantations d'arbres. Alors c'est une étude qui a été un petit peu critiquée, mais je vous la présente quand même parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle montre que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait avoir la place de planter ces arbres, mais ça impliquerait des programmes hyper ambitieux. Et malgré tout, certains programmes, on les voit arriver. Je pense notamment à des pays qui vont chercher à planter 1 milliard d'arbres, par exemple. Enfin, voilà, des pays qui vont se lancer dans des programmes très ambitieux de plantation. Alors, je vais vous présenter ici quelques résultats de travaux qu'on a menés, parce qu'en plus, l'outil, c'est un tableur Excel, il est assez simple, mais quand on a accès à des données des territoires assez précises, on peut en faire des choses assez chouettes. Là, par exemple, vous avez la principauté de Monaco, où ils ont une base de données d'à peu près 13 000 arbres sur le territoire, qui sont recensés, qui sont géolocalisés, et donc on peut faire travailler nos indicateurs et renvoyer dans leur couche de système d'information géographique les données calculées. Donc, vous voyez à gauche, par exemple, on a évalué les arbres sur l'indicateur biodiversité, de 0 à 5, 5 étant la meilleure note. Sur la partie droite, on calcule l'indicateur îlot de chaleur urbain. Donc pareil, plus le score est élevé, plus l'indicateur est favorable à la lutte contre les îlots de chaleur. Et on peut comme ça identifier les zones du territoire qui sont bien outillées avec les arbres et les services écosystémiques qu'ils offrent, versus les zones au contraire qui vont être un petit peu plus pauvres. Là, c'est la métropole de Grenoble-Alpes Métropole. Sur là, on a cette fois 45 000 arbres, où on a calculé les différents indicateurs, et on peut ensuite représenter sur cette carte-là, par exemple, la séquestration annuelle de carbone offerte par les arbres. Donc on voit les endroits où il y a des arbres qui sont plutôt favorables à la séquestration carbone, en fonction de l'essence, en fonction de leur âge, et inversement, des zones pour lesquelles ça capte moins, parce que les essences sont moins favorables, ou les arbres sont plus petits, et donc vont
moins capter de carbone. Là, c'est une étude, par exemple, pour la ville de Nanterre, où cette fois, on est sur un projet de plantation, d'aménagement ou de territoire sur lequel on a 49 000 arbres, en fait, et donc c'est plutôt l'état existant. Et donc là, on va calculer la séquestration annuelle offerte par ces arbres-là, donc à peu près 4700 tonnes par an, le stockage carbone actuel en fonction de l'âge des arbres, qui représente à peu près 107 000 tonnes de CO2. Et quand ces arbres seront à maturité, ça représente 223 000 tonnes de CO2 équivalent de ces arbres. Donc vous voyez, c'est quand même important, 200 000 tonnes de CO2. Par contre, c'est un stock à maturité, c'est-à-dire que ce n'est pas les émissions annuelles, c'est ce qu'ils vont absorber une fois qu'ils auront atteint maturité. Donc si on veut restocker 223 000 tonnes supplémentaires, il faut planter 49 000 arbres équivalents. Donc vous voyez, on peut comme ça après calculer, là en bas à droite c'est un projet de plantation de 5000 arbres sur lequel on va calculer en fait les émissions que va compenser. Et donc vous voyez, à maturité, ces 5000 arbres compenseront l'équivalent de 500 habitants à peu près du territoire. Donc ça montre quand même des ordres de grandeur qui sont importants pour se rendre compte de ce que ça amène et ce que ça n'amène pas. Et ne pas nous priver d'une réflexion globale sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre des territoires. Là, c'est une étude qu'on a fait pour la ville de Valence. Donc là, c'est pareil, c'est pas dans l'outil, c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. C'est une télédétection en fait du patrimoine arboré. On va se servir des images satellites pour identifier le couvert végétal de la ville et du coup pouvoir faire des calculs de quels sont les quartiers avec un taux de canopée élevé, quels sont ceux qui le sont moins, quelles sont les zones prioritaires à aménager, à planter, quelles sont les zones dans lesquelles, au contraire, c'est déjà bien loti, il va falloir protéger. Et donc, on peut comme ça scanner l'intégralité du territoire. C'est des couches de systèmes d'information géographique qui vont comme ça ensuite servir la collectivité dans ses projets d'aménagement pour se dire, en fonction de là où sont les arbres, je vais densifier, je vais protéger et je vais faire en sorte de faire les bons choix. D'autres travaux sur, par exemple, la métropole de Bordeaux. Donc, on a fait des prises de vue alors en caméra infrarouge à gauche, des prises de vue ULM infrarouge qui avaient réalisé la ville en bas à gauche et à droite, où on voit en fait, et on démontre par l'infrarouge la fraîcheur apportée par les arbres. Vous voyez, on a des gros écarts, on a des dizaines de degrés d'écart entre les matériaux urbains en plein soleil qui peuvent monter à plus de 50 degrés et les mêmes matériaux urbains à l'ombre qui vont rester à peu près à température ambiante. En bas à gauche, c'est la place des Quinconces à Bordeaux où on voit très bien la fraîcheur apportée par les arbres qui sont eux-mêmes plus frais que la place qui est elle-même plus fraîche que les toitures. Et puis sur l'image que vous avez à droite, c'est l'image infrarouge en ULM de la ville de Bordeaux. Alors quand on connaît Bordeaux, on reconnaît bien le parcours de la Garonne, les coteaux qui sont en bleu foncé sur la partie droite de l'image, les bassins à flot, mais également les vignes, les parcs en fait bordelais, l'hippodrome du Bouscat, le jardin public, le parc bordelais, voilà des éléments de fraîcheur, des îlots de fraîcheur en fait du territoire qu'on voit très bien à l'infrarouge. Donc ces images, elles enfoncent des portes ouvertes, oui, les parcs sont frais, mais en fait, parfois, il y a ce besoin de voir pour convaincre et de montrer que, notamment, si on les enlève, on va ramener de la chaleur en ville et on va pénaliser le confort urbain. Pour terminer cette présentation, voilà, on a fait le choix de montrer quelques projets remarquables pour montrer aussi qu'il y a plein de choses qui bougent dans le bon sens. Alors c'est loin d'être exhaustif cette présentation, c'est plus pour vous montrer un petit peu qu'il y a parfois des choses qui vont bien et terminer sur une note un petit peu optimiste. Donc voilà, Lyon, les quais de Rhône, entre les années 90 où c'était des parkings et aujourd'hui, ça n'a évidemment plus rien à voir, c'est beaucoup plus agréable, ça redonne vraiment un côté, la ville accède à son fleuve et profite de son fleuve, donc ça c'est très visible et c'est vraiment très chouette. On a à Rennes la plantation de l'avenue Henri Fréville où on voit qu'on avait une grande pelouse qui n'était pas énormément valorisée, qui là du coup devient paysagée et ça va être au bénéfice des habitants et des utilisateurs. Bordeaux, les quais de la Garonne évidemment ont complètement changé entre leur usage industriel juste après la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui avec cet aménagement piétonné, cyclable, le miroir d'eau qui est l'équivalent d'une piscine municipale. L'été, on vient vraiment s'y rafraîchir et s'y baigner. Ça n'a plus rien à voir et ça fait partie de l'attractivité touristique de Bordeaux aujourd'hui. Donc, encore une fois, la végétalisation des villes, pour élargir le sujet des arbres, va bénéficier au territoire. Ça, c'est incontestable, notamment pour le tourisme et la qualité de vie.
Plus local, Paris, la gare de Rungis, voilà, on voit qu'il y a un projet de revégétalisation, de réaménagement, donc du coup ça amène des choses évidemment qualitatives. Des projets des cours Oasis à Paris qui sont super intéressants, qui visent à désimperméabiliser les cours d'école et rendre une place et un accès aux enfants à la nature avec un côté ludique. C'est des projets qui sont super intéressants parce qu'évidemment, on va recréer un lien et recréer un contact au-delà des services écosystémiques offerts par les arbres. Donc c'est des cours qui vont être plus agréables, moins chaudes, qui vont être tout à fait chouettes, c'est le terme. Et puis, ayant moi-même des enfants à l'école, l'argument oui, mais mes enfants vont rentrer avec les pantalons pleins de boue parce qu'il y a de la terre. Moi, je rétorque l'argument mes enfants rentrent avec les pantalons troués parce qu'il y a des bitumes. Donc, on trouve aussi des moyens de bénéfices à travers ces aménagements, contrairement aux freins idéologiques qu'on peut avoir pour ne pas changer. Donc voilà, pour terminer, cette présentation, elle aurait pu être beaucoup plus large puisqu'il y a vraiment énormément de choses, énormément de sujets. L'idée, c'est de maintenant peut-être prendre quelques questions, être à votre écoute sur cette présentation et j'espère qu'elle vous a intéressé et je vous remercie de votre écoute. Alors, on remercie beaucoup Olivier Papin pour cette très riche présentation des arbres en ville. On va procéder aux questions. Merci. J'habite dans une ville où la municipalité a tendance à couper les arbres. Ah, pardon. Qu'on puisse me répondre, oui, d'accord. Allô, allô, faut que je parle, peut-être? Ah, on va le voir. Alors, malheureusement, la technique nous fait défaut, un petit problème de connexion. Donc, écoutez, on va devoir, vous allez pouvoir partir en pause, du coup. Et puis, peut-être que lors de la table ronde, les questions pourront se poser à la fin, à l'issue de la table ronde, puisqu'Olivier Papin, normalement, y participe. Donc, voilà. Je vous propose de partir en pause et je rappelle les stands associatifs au-dessus, qui se situent au-dessus du restaurant. Donc je vous invite à y aller. Merci beaucoup. À tout à l'heure.